Merci, bonjour à tous. On va compléter le panorama avec la valorisation des coproduits. C'est moi qui avance? Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. Très bien. Donc, le panorama sur le gisement des coproduits animaux, en fait, en abattoir de porc. On a, en fait, on est dans une industrie des assemblages d'un animal vif. Principalement pour produire de la viande. Je définis la viande comme définie par le règlement 853/2004, c'est-à-dire les muscles, les abats, y compris les viscères, et le sang quand il est comestible. On évalue à 63% en moyenne. Le reste, c'est des coproduits animaux. Donc, c'est coproduit avec le process. Parmi ces coproduits, on peut en récupérer une partie dans l'alimentation humaine après transformation, la couenne, les os, quand ils sont transformés en gélatine, par exemple. Et le reste, c'est pour des applications techniques. C'est ce que le règlement 1069/2009 appelle les sous-produits animaux et qui représente une part importante, mais qui est variable d'un abattoir à un autre, comme vient de l'expliquer Patrick Chevillon. Et justement, ça devrait nous amener à réfléchir à l'unité qu'on utilise pour compter les différents intrants, énergie ou eau. Patrick les rapporte au port, qui sont tropistes élevage. Nous, on parle de tonnes équivalent carcasse. Et pourtant, on voit que plus on élabore un produit, plus on va utiliser d'eau et d'énergie. Et donc, on devrait rapporter ces éléments-là aux produits sortant de l'abattoir. C'est un exercice qu'on fera probablement dans la nouvelle version du rapport CELEM. Ça, c'est donc la décomposition des différents de l'animal. Leurs usages de ces différentes parties sont multiples. J'ai associé les sous-produits animaux ou coproduits d'abattoir à ceux d'élevage parce que en fait, l'ensemble de ces coproduits sont transformés dans les mêmes usines, des usines C1, C2, lorsque les matières premières présentent un risque sanitaire, C1 lorsque c'est lié à l'USB, C2 c'est les autres risques sanitaires, et C3 lorsqu'il n'y a pas de risque sanitaire. Les sous-produits qui viennent d'élevage, c'est essentiellement des cadavres, morts en ferme, des animaux trouvés morts, des ATM. Quand on comptabilise sur la gauche l'ensemble des sous-produits animaux, élevage et abattoirs qu'on a au niveau français, toutes espèces confondues, je n'ai pas pu faire la discrimination uniquement porc, parce que vous comprenez qu'il y a des agrégations qui se font à différents niveaux. On est sur 3 300 000 tonnes de sous-produits animaux, à comparer au chiffre de la production de viande en France, qui est de 4 500 000 tonnes, toutes viandes confondues. Vous voyez que c'est presque équivalent, et donc on a un intérêt à valoriser cette partie-là, qui représente presque la moitié de l'ensemble des matières à traiter. La destination de ces différentes matières après transformation dans les usines C1, C2 ou C3, vous voyez sur la gauche, en rouge, c'est les usages les plus importants, en vert, les plus marginaux. Je mets la méthanisation en marginal, en volume, mais Pascal fera un focus sur le sujet, donc je n'en parle pas ici. Mais vous voyez que par exemple pour les protéines C3, eh bien, la destination c'est le pet food très très largement, qui consomme pratiquement toutes les protéines qu'on produit. Vous voyez que l'aquaculture aussi consomme des PAT et C3. S'agissant des graisses, on a une destination plutôt pour la lipochimie, pour l'oléochimie, donc des usages techniques en pharmacie. Et s'agissant des C1, C2, vous voyez que les farines sont plutôt incinérées parce que ça provient des bovins, des animaux qui présentent un risque USB. Ça va changer cette année, vous savez qu'on va changer de statut sanitaire en mai. Je croise les doigts parce qu'avec tout ce qui nous arrive en ce moment, on devrait donc avoir beaucoup moins de matériel C1, matériel qui présente des risques sanitaires. C'est drôle, à un moment il faut tourner la page. Et donc ces matières-là
seraient utilisés plutôt en engrais. Vous voyez que les engrais donc, produits à partir des farines C2, donc des farines issues des sous-produits qui proviennent d'animaux monogastriques, sont de l'ordre de 40 000 tonnes par an, et en fait on aurait un peu plus de farine C2 à utiliser. Et s'agissant des graisses, vous voyez que la filière reine maintenant depuis quelques années, c'est les biocarburants, donc ces graisses sont transformées en biocarburants. Vous voyez donc un ensemble qui se spécialise, qui se professionnalise depuis 2000, depuis la réforme suite à l'ESB, et qui fait appel à des techniques, des expertises et des techniques très, très spéciales, très spécialisées. Et c'est porté aussi par des cours de ces matières qui sortent en augmentation, il n'y a pas de raison, les matières premières augmentent, eh bien, les coproduits issus de la transformation de nos sous-produits animaux, eux aussi augmentent. Vous voyez le cours à gauche des graisses animales issues de la fonte des sous-produits C3 qui était encore l'année dernière autour de 600 € la tonne et qui est à 1200, qui a doublé en un an et demi. Et de même pour les PAT C3, dont le cours a largement augmenté. Là, c'est des cours issus des stades douanières européennes, toute espèce confondue. On sait qu'il y a une différence entre les différentes espèces. La volaille se valorisant mieux que les PAT de bovins, le porc se situant en position intermédiaire. Et sur la gauche, vous voyez l'évolution du cours des engrais. C'est encore difficile de trouver une mercuriale de prix pour les farines C2. On essaye de suivre par rapport au cours de l'urée. C'est pas tout à fait exact, surtout, vous voyez, depuis le milieu de l'année dernière où on a une différence. Une décorrélation entre ce prix-là et le prix des engrais. Donc on arrive à retrouver quelque chose d'un peu plus robuste, mais on peut voir, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un an, les farines C2 se valorisaient autour de 120 130 € la tonne, alors qu'aujourd'hui, c'est autour de 250 350 € la tonne. Donc c'est des cours, parce que c'est des situations conjoncturelles ou structurelles, je ne sais pas, mais en tout cas très porteurs pour valoriser ces sous-produits animaux. Je fais un focus sur trois points, donc les biocarburants en premier lieu, pour montrer l'intérêt de cette valorisation des graisses C1 en biocarburants. Avant qu'on ait une usine de fabrication de biocarburants en France, c'était plutôt utilisé en substitut de combustibles fossiles, c'était déjà pas mal, mais là on passe une étape supérieure donc estérifiant ces graisses pour en faire des biocarburants. En plus, le contexte est aussi porteur, et je le dis encore plus aujourd'hui. Pour expliquer la situation, en France, les producteurs de carburant payent une taxe, la TIRID, qui est équivalent à 104 € par hectolitre, et ils peuvent soustraire en fait de leur assiette de taxation une partie lorsqu'ils utilisent des biocarburants à hauteur de 8% au maximum de la quantité de carburant. Les esters méthyliques d'huile animale, donc ces graisses animales, sont des biocarburants qui proviennent de sous-produits C1, C2, donc de cadavres ou de C3, de sous-produits d'abattoirs. Et lorsque, dit la directive ENR, lorsque ces biocarburants sont produits à partir de résidus, eh bien, ils peuvent faire l'objet d'un double comptage. Il suffit d'en mettre 4% pour obtenir 8% d'exonération de taxes. Et en l'occurrence, ce sont les sous-produits, enfin les esters méthyliques d'huile animale issus des sous-produits C1 et C2 qui sont considérés comme des résidus et qui peuvent bénéficier du double comptage. Ces EMHA ont un pouvoir calorifique qui est pratiquement équivalent à celui du fioul, 95%. Et si on fait un calcul théorique entre les productions qu'on a vues tout à l'heure et cette taxe qui serait substituée aux pétroliers,
on arrive à 2,5 millions d'hectolitres, donc un potentiel d'exonération de 260 millions d'euros. C'est un objectif, c'est pas du tout ce qu'obtiennent les producteurs de biocarburants aujourd'hui, et ça montre qu'il y a quelque chose à creuser quand même de ce côté-là. S'agissant maintenant des protéines animales, vous savez qu'on a une interdiction d'utiliser ces protéines animales en 2000, par la crise de l'ESB. Petit à petit, ce feedback, donc cette interdiction d'utilisation des matières animales en alimentation animale, s'est allégée en 2003 avec l'autorisation d'utiliser les graisses de volaille en alimentation animale. En 2004, celle de porc en alimentation animale, très peu utilisée, malgré tout, en France. Dans les pays frontaliers, beaucoup plus. En 2013, on a eu l'autorisation d'utiliser les PAT de porc et de volaille en aquaculture. On a vu que c'était utilisé principalement pour l'exportation. Les aquaculteurs français de saumon et de brochets, donc carnivores, de truites, pardon. Donc permettra de brocher carnivores aussi. Les utilisent pas en France parce que leurs concurrents ne les utilisent pas. En 2021, donc très récemment, on a eu une modification du règlement 990/2001 qui donc a autorisé les PAT de porc et de volaille en utilisation en alimentation animale en croisant les espèces. De même qu'ils ont autorisé les farines d'insectes pour l'alimentation des monogastriques, ainsi que le collagène et la gélatine de ruminants. En fait, on s'était rendu compte que ces matières-là étaient présentes dans les anciennes denrées alimentaires de boulangerie, viennoiserie, et comme elles étaient de ruminants, elles étaient interdites en alimentation animale. On a eu un avis de l'ANSES qui a montré que c'était très marginal et que ces produits étaient ultra transformés, donc le risque ESB était quasi nul, donc les ont réautorisés. Ça peut être, on a quand même sur un gisement de 100 000 tonnes au niveau européen, mais vous pensez qu'en France, il y a une part qui est importante de ces 100 000 tonnes, qui peuvent être des substituts à des protéines animales qui sont en concurrence avec l'alimentation humaine. Ce ne sont pas ces anciennes denrées alimentaires. L'avis de l'ANSES a été publié en 2021, il est plutôt positif et il insiste simplement sur la séparation des circuits. Je note en 2020, sur les 29 sites spécialisés porcins, il y en avait 19 qui étaient spécialisés, donc agréés pour l'aquaculture, c'est-à-dire qu'on a considéré que les circuits étaient parfaitement étanches vis-à-vis des autres espèces animales. Et enfin, sur les 2 minutes qui me restent, le dernier point sur les usages vers l'opothérapie, un usage qui se développe et qui est un usage à forte valeur ajoutée. On peut on peut valoriser vers cette destination les muqueuses d'intestin pour les farines, le pancréas de porc pour l'insuline, le duodénum, le cœur, la thyroïde, voilà, l'ensemble de ces organes-là. J'ajoute aussi les cartilages qui peuvent être utilisés en médecine humaine. Et s'agissant plus particulièrement de l'héparine, je fais un focus pour vous montrer qu'en France, en 2012 déjà, on consommait 205 millions de doses d'héparine. C'est utilisé pour lutter contre les thromboses. Donc c'est un anticoagulant et il est produit à partir du mucus intestinal de porc exclusivement. Son rendement, c'est un intestin, une dose. Donc un porc, une dose. Vous voyez bien que la production française de 24 millions de têtes de porc en 2021 est largement insuffisante pour fournir ces 205 millions de doses. Et encore, tous ne les exploitent pas. Donc la majorité des doses est importée. Donc c'est un sujet qu'il faut évidemment développer. Et on a un industriel qui a le projet de construire une usine d'héparine. Donc là, pas seulement récupérer le mucus pour fournir un laboratoire, mais aussi développer l'héparine. Et ça portera le nombre d'usines de 2 à 3 en France. Ce point-là, c'est surtout pour illustrer
la souveraineté qu'on doit gagner. Je crois que c'est peut-être le mot du jour, hein, en ce moment, ou le mot du mois. On a vu qu'on peut aussi gagner en autonomie énergétique avec la valorisation des coproduits, qu'on peut aussi gagner en autonomie des fertilisants, voire des PAT, hein, donc que ce soit fertilisants, protéines ou énergie, c'est quand même trois piliers fondamentaux de notre secteur sur lesquels on peut gagner en autonomie, on peut gagner en souveraineté. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Christophe. Donc vous avez vu finalement, mieux on exploite chaque animal abattu et plus on apporte de la valeur ajoutée économique et également on fait des économies énergétiques, des économies de matière, on valorise la fin de vie de certains composants, des engrais dont on a besoin aujourd'hui, du biocarburant, des médicaments, effectivement, tout ça va dans le sens finalement d'une meilleure valorisation, donc des économies. Et on voit que je dirais les contraintes réglementaires commencent à se lever. L'économie, comme il y a des manques, les prix augmentent et donc ça permet d'être économiquement équilibré et d'investir dans ces domaines. En particulier les farines, c'est un très, très intéressant exemple. 204 millions de doses, on a 24 millions de cochons. Ça veut dire qu'on en importe beaucoup, oui, effectivement. De Chine. Alors, dis donc. Alors, il n'y a pas de question, il y a une question sur le chat. Isabelle, les fabricants d'aliments que nous avons contactés disent que la séparation des circuits et des usines imposées par la réglementation des PAT les dissuade totalement d'utiliser en porc, alors que le soja OGM n'a aucune contrainte de ce type. Il y a quand même 19 abattoirs de porc qui peuvent répondre. Pour l'aquaculture, oui. Il y a des contraintes supplémentaires pour le PAT porc-volaille, c'est peut-être pour ça. Alors, bon. Est-ce que c'est pas finalement des cahiers des charges de distributeurs qui sont plus contraignants que... On a un règlement aujourd'hui qui autorise le PAT, donc le règlement il s'impose. On attend une instruction de la DGL pour expliquer exactement comment on doit procéder. Donc c'est possible, mais tu dis, Gilles, ne dis pas comment. Que les contraintes se lèvent. Pas encore totalement, ni sur ce sujet-là, ni sur la méthanisation, ni sur la réutilisation de l'eau. Hein. Je pense que ça va être abordé au cours de la journée. Donc il y a quand même une contrainte réglementaire qui reste très élevée. Je ne dis pas qu'elle est légitime, hein, mais elle mériterait d'un peu plus de pragmatisme. Tout à fait. Donc voilà, on a répondu à Isabelle. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Non. Bien, il n'y a pas de chat non plus. Mais écoute, merci beaucoup Christophe pour cet éclairage très technique et très intéressant.